Bonsoir à toutes et à tous. Depuis plusieurs mois, un même vocabulaire revient dans les discours stratégiques occidentaux. Armes de rupture, déséquilibre stratégique, nouvelle course aux armements. Et au centre de ces inquiétudes, un acteur revient sans cesse, la Russie. Moscou affirme disposer ou être sur le point de déployer des systèmes d'armes capables de bouleverser l'équilibre militaire mondial. Alors, faut-il prendre ces annonces au sérieux ou y voir avant tout une stratégie de communication ? C'est une vraie question, et surtout une question complexe. Car derrière les formules spectaculaires, il y a une réalité stratégique. La Russie parle d'armes nouvelles, mais elle parle surtout de dissuasion, de rapport de force et de sa place dans un monde où elle estime avoir été marginalisée depuis la fin de la guerre froide. On entend parfois parler d'armes de l'apocalypse, de technologies capables de contourner toutes les défenses occidentales. Ce vocabulaire est très fort. Est-ce qu'il correspond à une réalité militaire tangible ? Il faut être prudent. Certaines capacités existent bel et bien, d'autres sont encore en développement, et d'autres relèvent davantage du signal politique que de l'arme immédiatement opérationnelle. Mais ce qui compte, ce n'est pas seulement ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est l'effet que ces annonces produisent sur les adversaires. Autrement dit, même sans emploi réel, ces armes peuvent déjà jouer un rôle stratégique. Exactement. La dissuasion ne repose pas uniquement sur l'usage, mais sur la crédibilité perçue. Et c'est précisément là que la Russie cherche à peser. Alors ce soir, nous allons tenter de démêler le réel du discours, l'arme du message, et comprendre ce que ces annonces russes disent, au fond, de l'état du rapport de force mondial. Pour comprendre ces annonces russes, il faut peut-être revenir en arrière. Pourquoi Moscou a-t-elle fait le choix de miser autant sur ce type d'armement plutôt que sur une armée conventionnelle classique ? Parce que la Russie part d'un constat assez lucide. Depuis la fin de la guerre froide, elle ne peut plus rivaliser avec l'OTAN sur le terrain du volume. Moins de bases, moins de moyens financiers, moins de capacité de projection globale. Face à ça, Moscou adopte une stratégie de compensation. Compensation, c'est-à-dire ? C'est l'idée de dire, si je ne peux pas gagner en quantité, je dois gagner en qualité stratégique. Des armes capables de déstabiliser les calculs adverses, de rendre certaines défenses inutiles, ou au moins de semer le doute dans l'esprit des planificateurs militaires occidentaux. Donc, ces armes ne sont pas pensées uniquement pour être utilisées, mais aussi pour être vues. Exactement. Elles s'inscrivent dans une logique de dissuasion élargie. Montrer que l'adversaire ne peut pas se protéger totalement, c'est déjà une forme de victoire stratégique. Ce discours devient très visible à partir de la fin des années 2010, notamment avec les annonces très médiatisées du Kremlin. Oui, et ce n'est pas un hasard. À ce moment-là, la Russie estime que les équilibres hérités de la guerre froide sont rompus. Retrait de certains traités, renforcement des systèmes antimissiles occidentaux, élargissement de l'OTAN. Moscou répond en disant « Vos défenses ne suffisent plus ». Mais ce message s'adresse-t-il uniquement à l'Occident ? Non, et c'est un point clé. Il s'adresse aussi à la population russe. Afficher une armée technologiquement avancée, capable d'innovation, c'est renforcer le sentiment de puissance et de sécurité intérieure. La dimension politique interne est indissociable de la dimension militaire. Reste une question centrale. Est-ce que cette stratégie repose sur des capacités réellement opérationnelles ou sur une mise en scène soigneusement calculée ? C'est précisément là que commence le débat. Certaines capacités existent, d'autres sont encore en phase de développement, et d'autres servent surtout à envoyer un signal. Mais dans tous les cas, l'objectif est atteint, créer de l'incertitude. On a beaucoup parlé de stratégie et de posture, mais concrètement, quand Moscou évoque des armes de rupture, de quoi parle-t-on exactement ? Quels sont les systèmes qui inquiètent réellement les stratèges occidentaux ? Il y a plusieurs catégories, et c'est important de les distinguer. La plus souvent citée, ce sont les armes hypersoniques, des missiles capables de voler à très haute vitesse tout en manœuvrant, ce qui les rend extrêmement difficiles à intercepter avec les systèmes actuels. Ce sont ces missiles qui sont régulièrement présentés comme capables de contourner tous les boucliers antimissiles. C'est le discours officiel, oui. En pratique, il complique surtout énormément la défense. Le problème, ce n'est pas seulement la vitesse, c'est l'imprévisibilité de la trajectoire, qui réduit drastiquement le temps de réaction. Il y a aussi des armes à propulsion nucléaire, ou du moins présentées comme telles. Là, on touche à quelque chose d'assez inédit. Effectivement.
Ces projets visent à créer des vecteurs capables de parcourir de très longues distances avec une endurance quasi illimitée. Même si certaines de ces armes restent expérimentales, leur simple existence théorique remet en question les schémas de défense classiques. Autre catégorie souvent mentionnée, les systèmes sous-marins autonomes, parfois décrits comme des drones capables d'emporter des charges stratégiques. Oui, et là encore, l'idée est la même. Contourner les dispositifs existants. Les défenses sont majoritairement pensées pour intercepter des missiles balistiques ou des avions. Les fonds marins restent, eux, beaucoup plus difficiles à surveiller en permanence. Mais toutes ces armes sont-elles réellement déployées aujourd'hui ? C'est là qu'il faut nuancer. Certaines capacités sont opérationnelles à un niveau limité, d'autres sont en phase de test et certaines relèvent encore du prototype. Mais dans une logique de dissuasion, il n'est pas nécessaire que tout soit parfaitement déployé pour produire un effet. Autrement dit, même une capacité partielle suffit à inquiéter. Exactement. Le simple fait que l'adversaire doive intégrer ces scénarios dans sa planification est déjà un succès stratégique pour Moscou. On parle beaucoup de nouveaux types d'armes et parfois le discours peut sembler un peu théâtral. Alors, qu'est-ce qui relève du mythe et qu'est-ce qui est vraiment inquiétant selon vous, Julien ? C'est une question centrale. Il y a effectivement beaucoup d'exagération dans la communication officielle. Les médias russes, mais aussi certains rapports occidentaux, mettent en avant des armes futuristes capables de tout détruire. Dans la réalité, beaucoup de ces systèmes sont soit expérimentaux, soit opérationnels à très petite échelle. Donc, il y a un effet de style, presque de la propagande stratégique ? Exactement. Montrer qu'on a la dernière arme invincible est un outil politique et psychologique autant que militaire. Cela crée un effet de dissuasion, même si, techniquement, l'arme n'est pas encore pleinement opérationnelle. Et pourtant, certains experts occidentaux s'inquiètent. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même des innovations réelles. Les missiles hypersoniques, les systèmes sous-marins autonomes ou certaines technologies à propulsion nucléaire posent de vraies questions en termes de défense et de stratégie. Même un déploiement limité force l'adversaire à réviser sa posture nucléaire et ses systèmes antimissiles. C'est un peu comme si l'ombre de la menace suffisait à modifier l'équilibre des forces. Exactement. La peur, même partielle, fonctionne déjà comme un levier stratégique. Et cela nous ramène à la question de la dissuasion. Ce n'est pas nécessaire de pouvoir tout utiliser à 100% pour peser dans les calculs géopolitiques. Donc, le mythe n'est pas complètement faux, mais il est amplifié. Et pour les décideurs occidentaux, il faut naviguer entre prudence et rationalité. Oui, c'est un exercice d'équilibre permanent. On ne peut pas ignorer ces armes, mais on doit aussi relativiser leur déploiement réel. C'est là que réside tout le défi. Distinguer la communication stratégique de la menace concrète. On a parlé de concept, de stratégie. Mais quand on regarde concrètement les systèmes évoqués par Moscou, Avangard, Kinzhal, Zircon ou encore Poséidon, comment les États-Unis et leurs alliés réagissent-ils ? Ils réagissent avec beaucoup de prudence. Prenons Avangard par exemple. C'est un planeur hypersonique conçu pour être lancé par missile balistique intercontinental. Ce type d'arme ne remet pas en cause la dissuasion nucléaire en soi, mais il complique sérieusement les systèmes d'alerte et d'interception existants. Et le missile Kinzhal, souvent présenté comme déjà utilisé en situation réelle ? Kinzhal est intéressant parce qu'il est plus tactique. Il est lancé depuis un avion et vole à très haute vitesse. Il ne change pas fondamentalement l'équilibre nucléaire, mais il pose un problème aux défenses régionales, notamment pour les bases militaires ou les infrastructures critiques. Il y a aussi Zircon, ce missile hypersonique naval censé menacer les flottes occidentales. Oui, Zircon est pris très au sérieux par les marines occidentales. Pas parce qu'il rendrait les porte-avions obsolètes, mais parce qu'il réduit drastiquement le temps de réaction. Là encore, on parle de stress stratégique plus que de révolution totale. Et puis, il y a les systèmes plus atypiques, comme Poséidon, ce drone sous-marin à capacité nucléaire. Poséidon est probablement l'exemple le plus extrême. Il est conçu pour contourner totalement les défenses classiques. Mais il faut être clair, c'est une arme de dissuasion de dernier recours, pas un système destiné à un usage militaire classique. Son intérêt est surtout symbolique et stratégique. Sans oublier Burevestnik, ce missile à propulsion nucléaire, souvent évoqué mais rarement observé.
Exactement. Burevestnik est encore très expérimental. Il illustre surtout une volonté russe, montrer qu'aucun système occidental ne peut garantir une protection absolue. Au final, Julien, quand on met bout à bout Avant-Garde, Kinzhal, Zircon, Poséidon, Burevestnik, est-ce qu'on assiste à un bouleversement stratégique majeur? Il ne s'agit pas d'un effondrement de la dissuasion, mais d'un glissement dangereux. Ces armes n'abolissent pas l'équilibre stratégique, elles le tendent en accélérant le temps, en épaississant le brouillard de l'incertitude et en rendant chaque décision plus lourde de conséquences. Donc, le danger n'est pas tant l'arme elle-même que ce qu'elle provoque dans les esprits? Exactement. Le vrai risque, c'est l'erreur d'appréciation, la mauvaise interprétation, l'escalade involontaire. Ces systèmes sont conçus pour dissuader, mais ils rendent le système global plus tendu. En somme, on est moins face à des armes de l'apocalypse que face à des outils de pression stratégique très sophistiqués. C'est exactement ça. Et c'est pour cette raison qu'il faut les analyser froidement, sans panique, mais sans naïveté non plus. Merci Julien pour cet éclairage et merci à vous de nous avoir suivis pour ce décryptage en profondeur.